Vous êtes sur TPT, la chaîne qui vous donne les clés pour mieux comprendre l'actualité. Sur notre sellette aujourd'hui, Modeste Boukadia, ancien candidat déclaré à la présidence du Congo en 1997 et en 2009. Il est par ailleurs le président du CDRC, donc le cercle des démocrates et républicains du Congo. C'est bien ça. Alors, monsieur Modeste Boukadia, nous voulons savoir, vous êtes parti de Paris pour la capitale économique Pointe-Noire, ou bien vous êtes parti de Brazzaville tout court? Non, je suis parti de Londres, Cannes, Paris, Brazzaville, Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire. Tout ce long périple, c'est la politique ou il faut bien connaître l'environnement international. Alors nous allons tout de suite commencer, mais je tiens à vous signaler que je ne serai pas seul sur ce plateau. Il y a tout un panel de journalistes qui va devoir défiler ici et maintenant. Mais pour tout commencer, aujourd'hui, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a fait sa première comparution devant la Cour pénale internationale. Est-ce que cela marque une césure dans la vie politique des chefs, des responsables d'Afrique, des chefs d'État d'Afrique, ou simplement une simple procédure judiciaire? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je pense que de toutes les façons, il ne faut plus qu'on se cache les yeux. Nous sommes dans une nouvelle ère, une nouvelle phase, puisque nous vivons aujourd'hui dans un village planétaire. À l'époque, l'Afrique était un précaré qui était presque loin de ces organisations. Aujourd'hui, avec l'implication de la communauté internationale, il est vrai qu'on ne peut plus rester chez soi, puisque toutes les frontières sont ouvertes. En ce qui concerne M. Gbagbo, mais je pense que c'est une chance qui lui est offerte pour qu'il s'explique de ce qui s'est passé. A-t-il bien fait? A-t-il mal fait? Moi, je pense que pour lui, c'est une chance, parce qu'il est en vie. Il avait écouté, même s'il a écouté trop tard, il a quand même écouté par rapport à M. Kadhafi, dont des amis de lui avaient clairement dit « Je pense qu'il est temps de tirer la révérence ». Mais il s'est accroché, et voilà le résultat qui n'honore pas l'Afrique, qui n'honore pas les dirigeants politiques, qui s'accrochent à l'action politique, alors qu'on sait qu'ils ont déjà tout donné et qu'il n'y a plus rien à donner. Donc en ce qui concerne M. Laurent Gbagbo, je crois que c'est une chance. Et en même temps, pour nous les Africains, on peut dire donc nous pouvons être justiciables. Puisque ce ne sont pas malheureusement les Ivoiriens qui vont le juger. C'est la communauté internationale. Il lui a fallu que ce soit les Ivoiriens qui jugent leur président en toute équité. Alors, Laurent Gbagbo, lorsqu'il a comparu pour la première fois, bien entendu, lorsqu'on lui faisait savoir les charges qui pesaient contre lui, Laurent Gbagbo a accusé la France. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, en tant qu'homme politique? Que ce sont les Français qui ont pris Laurent Gbagbo pour le remettre entre les mains Laurent Gbagbo, monsieur Gbagbo a été soutenu par la France. Ça, personne ne peut le nier aujourd'hui. Mais il est vrai que à un moment donné, quand on n'est plus dans l'ère du temps, effectivement ce qui lui est arrivé arrive. C'est de bonne guerre quand on accuse quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'est souvent jamais responsable de soi-même. Il y a toujours les autres qui amènent en disant que sans eux, bon ben voilà, c'est la responsabilité de la France. Non, je le disais tantôt, que lorsque on est dans une communauté internationale, lorsque la communauté internationale dit
Lorsque M. Laurent Gbagbo a signé les accords de Marcoussis, c'était bien entendu qu'à un moment donné, il fallait faire des élections démocratiques. Et ces élections ont-ils été démocratiques? C'est la véritable question. Quoi qu'il en soit, je crois que, je reviens à ce que je disais, M. Laurent Gbagbo doit saisir cette opportunité qui lui est donnée pour pouvoir être l'homme politique qui ne fait plus de la politique, mais qui fait l'histoire. En attendant l'arrivée de Justin Mbama qui est déjà debout, une dernière question sur Laurent Gbagbo. Le mois de décembre consacre, si vous voulez, la célébration de la fête internationale, si vous voulez, la journée internationale des droits de l'homme. Alors on a vu Laurent Gbagbo se plaindre de ses conditions de détention à Korogo et qu'il serait plutôt à l'aise à la CPI. Est-ce que là, il y a un problème quand même? Oui, c'est vrai. Il y a en Afrique, dans tous les pays de l'Afrique, on a des problèmes. Même en Europe, on a des problèmes sur les droits de l'homme. Mais le président Gbagbo doit quand même comprendre que quelles sont les conditions aujourd'hui de vie des Ivoiriens quand il était là. C'est bien beau qu'il se plaigne. Hein? Mais quand il était là, quels sont les Ivoiriens qui sont tombés sur lui? Quels sont les Ivoiriens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir le minimum nécessaire pour qu'il soit digne? Je crois qu'il est en vie. Si ces conditions de détention ne sont pas acceptables, il est en vie. C'est maintenant, s'il va à la CPI, il sera bien traité, c'est vrai. Mais là aussi, je crois, il est bien traité. Bon, je crois qu'il se plaint parce qu'il a été chef de l'État, président de la République, un grand tribun qui se retrouve dans des conditions. Je crois que c'est tout ça qui fait que... Merci beaucoup, Monsieur Modeste Boukadia. Nous allons recevoir donc Antoine Justin Mbama qui va échanger avec vous sur le PCT. Quel est votre regard sur le PCT en tout cas? La bouche autorisée, c'est Antoine Justin. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous incarnez aujourd'hui le leadership de la nouvelle classe, de la nouvelle opposition congolaise, ou alors vous n'êtes qu'un membre de la classe de l'opposition traditionnelle congolaise? Vous savez, c'est la population qui a la clé du leadership. On ne s'impose pas le leadership, c'est la population. Nous parlerons de leadership lorsque nous aurons une vraie compétition à armes égales. Je veux dire, selon les règles de la démocratie véritable. À ce moment-là, nous pourrons savoir quel est le leadership de l'opposition. Et je reviens sur le terme opposition. Aujourd'hui, je recuse toujours ce terme d'opposition parce que nous n'avons pas encore des élections libres et transparentes qui déterminent quelle est la majorité qui est au pouvoir issue des urnes et quelle est l'opposition qui a eu moins de 50% pour incarner cette opposition. Il n'y en a pas eu. Nous avons un pouvoir qui est issu des armes et qui a été transformé de manière politique par des élections tronquées. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a une opposition, c'est vrai. Si vous me dites je carre une nouvelle, non. Il y a longtemps. On aura le temps de rebondir sur l'opposition, ça sera le sujet d'Eric Habib, mais nous sommes sur le regard du congrès du PCT. Alors, sur ce point, vous êtes un leader politique, vous avez vécu peut-être à travers les médias le 6e congrès saoudien du PCT. Alors comment vous l'avez vécu et comment vous avez apprécié les résultats? D'abord, j'étais très heureux que le congrès du PCT se tienne. Je pensais que ce congrès allait consacrer la fin du PCT. Comme au temps de l'Union soviétique, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, le PQS s'est tenu en congrès, il a été dissous. Mais j'étais très malheureux que le président de la République ne prenne pas cette décision pour au moins laver les souillures du PCT. Parce que le PCT est un parti qui nous a souillés. Et je m'attendais que, pour une fois, connaissant ce qui se passe à travers le monde, notamment avec les révolutions arabes, et ce qui pourrait arriver, puisque j'avais posé la question, si on n'allait pas être la Tunisie de l'Afrique centrale, et je pensais que le PCT allait saisir au bon cette formidable situation pour se dissoudre et créer un nouveau parti. Il a fait sa refondation. Quelle refondation, monsieur? De façade. Il y a eu une redynamisation du parti. Et les nouvelles figures sont arrivées au pouvoir. Non, monsieur.
Quand le PCT, qui a été créé à l'initiative du commandant Marien Ngouabi, quand il s'est retiré de la manière dont on sait, le PCT est mort. Et celui qui l'a mis hors d'existence, c'est M. Sassou, puisqu'il avait créé l'état-major spécial révolutionnaire. Ce n'est que beaucoup plus tard que pour écarter M. Yombi que le Congrès s'est tenu. Ils ont créé plutôt l'état-major, plutôt le comité militaire du parti. Il y avait le comité militaire du parti et l'état-major spécial révolutionnaire. Et puis par la suite, lorsqu'on voulait avoir la tête du président Yombi, ils se sont créés un congrès extraordinaire, je crois, dont le secrétaire général était à l'époque M. Jean-Pierre Tissert Kaya, qui logiquement, d'après les statuts du parti, devait incarner le pouvoir. Ça veut dire que pendant cette période, il y a eu un double coup d'État. Non seulement on écarte M. Yombi, mais on écarte M. Jean-Tissert Kaya au bénéfice du président, du colonel Denis Sassou Nguesso, qui, n'oublions pas, la fameuse formule du PCT qui a fait tomber M. Yombi, vivons durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. C'est de M. Sassou qu'il avait dit au rond-point de Poto-Poto. Mais M. Sassou aujourd'hui, le PCT donc, est en train de nous faire vivre durement aujourd'hui, alors qu'ils étaient contre ça. Bon, revenons un peu au Congrès. Comment appréciez-vous le cumul? Parce qu'il y a eu une décision qui était prise au Congrès que désormais il n'y aurait plus de cumul au sein du PCT. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de cumul? Tous les membres du bureau politique sont au gouvernement. C'est pas du cumul, ça? En dehors de deux permanents qu'on a mis de côté, là. Je crois le secrétaire général, plus monsieur Ngakala. Il y a 2 ou 3 personnes, plus celui qui s'occupe des comptes. Mais tout le monde se trouve au bureau politique, qui est l'organe qui dirige le PCT. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas diriger complètement le PCT s'ils sont encore au gouvernement, ou s'ils sont encore à l'Assemblée nationale, ou s'ils sont encore, je ne sais pas dans quels organismes. Toute la famille du président Sassou est aujourd'hui au bureau politique. Alors vous me dites qu'ils ont pris une décision pour ne pas cumuler. Vous savez, M. Sassou nous habitue à des discours comme ça. Non, il n'y a pas de cumul, mais il cumule. M. Sassou nous a dit, je mets en place un gouvernement de 100 jours pour préparer un vrai gouvernement. Il les maintient là. Donc le cumul, c'est ce qu'on appelle des attrapes-couillons. Le verbe est passé. Bon, d'accord, les Congolais sont contents, il ne va plus y avoir de cumul parce que personne ne va regarder l'organigramme du PCT. Alors, vous avez dit dans l'un de vos écrits, enfin dans ce que vous écrivez, nous avons pris le temps de regarder. Pour vous, si le PCT a appelé son congrès d'ouverture, pour vous, le congrès dit d'ouverture, c'est un retour vers le monopartisme. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Nous avons consacré tout notre temps à dire que le Congo devrait être un pays d'opinions diverses, de démocratie. Et l'expression démocratique, c'est la pluralité des partis politiques. Ce n'est pas en prenant du sang neuf des petits partis à qui on a donné, je ne sais pas, à qui on a promis je ne sais pas quoi, ou de l'argent, qui rentrent dans le PCT pour montrer que le PCT existe encore. C'est exactement la même chose comme ce qu'on est en train de nous montrer lorsqu'ils font en pleine, devant les médias, des adhésions. Ça, c'est pour tromper les gens, monsieur. Je l'ai dit à une autre occasion, le 15 juin 2010, M. Mvouba, quand il est venu dans cette ville extraordinaire de Pointe-Noire, qui a donné naissance à la République du Congo, il a dit ceci: si nous ne faisons pas attention, nous risquons de ne pas avoir de députés. Ouvrons-nous. Ça veut dire que le PCT est à bout de souffle. Et je reprends quelque chose de classique que tous les politiques connaissent. La légende de Dracula. Pourquoi Dracula, un bel homme, reste toujours beau et jeune? Parce qu'il se nourrit du sang du plus jeune. Donc le PCT, une vieille institution politique qui n'a plus rien à faire aujourd'hui, se nourrit de la jeunesse
Et d'ailleurs, je regrette ça, que les jeunes se sont fait avoir avec ça. Voilà pourquoi je dis que cette ouverture-là, c'est un arbre qui cache la forêt. Voilà. Et parlant toujours du PCT, à quelques mois des législatives 2012, le PCT pense qu'il n'est plus question d'aller en désordre. Ils ont mis en place un comité d'investiture. C'est aussi une façon de gagner logiquement. Qu'en pensez-vous? Oh, vous savez, M. Ben Ali disait qu'il allait être réélu en 2014. 3 mois, il était balayé. Qu'est-ce que vous dites que le PCT ne va pas être balayé dans les mois qui viennent là? Hein? Vous voyez, avec toute la misère qui est ici, vous pensez qu'il y a une différence entre la misère qui a poussé les jeunes Boisises à se simuler et les jeunes Congolais qui sont ici, qui ne savent pas comment ils vont passer Noël? Il y a une différence. La seule différence qu'il y a, c'est que le jeune Boisise a eu le courage, lorsqu'il a été provoqué par les forces de police, de simuler. Mais qu'est-ce qui vous dit que ici, vous savez, il y a 3000 hommes d'armes qui sont en train de errer ici et là, qui sont dans la misère. Qu'est-ce que vous dites que ces gens-là ne vont pas prendre les armes, hein, à l'initiative de ce qui se passe là-bas? Moi, je pense que c'est tendancieux pour le PCT de dire, voilà, on ne va pas aller en ordre dispersé. Je dis que l'avenir du Congo, c'est aller vers le changement. Et le PCT doit savoir saisir l'histoire. Quand on prend la Ligue lombarde, après que M. Franco ait été balayé, ils se sont dissous. Tout parti stalinien, quand il n'est plus en mesure, se dissout pour se ressusciter. Le PCT doit d'abord se dissoudre. Alors le PCT pour se dissoudre, alors, pour que vous baliez le PCT, en 2012, il faut un système électoral consensuel. Est-ce que celui d'aujourd'hui là vous plaît? Non, puisque j'ai toujours plaidé que nous devons aller à la démocratie. Et aller à la démocratie, c'est mettre les règles démocratiques connues de tout le monde. Et le PCT ou ce gouvernement ne nous donne pas cette assurance-là. C'est pour ça que lorsque j'entends que mon ami, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mboulo, que j'aime bien, que ce qu'il est en train de faire, de nous emmener à Evo là-bas, où on pratique les fétiches de Nzobi pour qu'on nous mette là-bas, pour que les gens ne parlent plus dans ce pays, ils se trompent. La réalité, si on veut faire des élections législatives correctes, il nous faut un nouveau gouvernement. Et c'est ce nouveau gouvernement qui va organiser ces élections-là dès lors qu'on mettra en place une commission où toutes les tendances politiques et de la société civile vont se retrouver. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le nouveau gouvernement, messieurs, je vous le dis aujourd'hui, il n'y aura pas d'élection législative et M. Sassou devra partir. Parce que nous appellerons à l'abstention. Et comme nous avons déjà eu en 85, lors des dernières législatives, 85% du temps de taux d'abstention, au présidentiel 90%, la prochaine fois nous ferons mieux. Et M. Sassou ne pourra pas passer en force. Comme dit M. Mvouba, et que M. Boukadia parle, qu'il soit élu par 2 ou 3 personnes, cette fois-ci, nous ne nous laisserons pas faire. Le peuple ne se laissera pas faire parce que, comme je l'ai déjà dit, le président Sassou a fait le coup d'État parce qu'on l'avait réveillé, on l'avait provoqué, et le gouvernement, en faisant ça, il provoque le peuple. Il est élu démocratiquement, puisque son mandat va jusqu'en 2016. Vous n'allez pas demander. Il est Premier ministre, il est président et Premier ministre. Mais c'est la Constitution qui le dit. Il est président et Premier ministre. Si nous n'avons pas d'élection législative, M. Sassou n'a plus la possibilité de rester. C'est une question de droit. Pour ceux qui ont fait du droit constitutionnel, le savent. Il faut qu'il y ait un consensus au sein de l'opposition. Parce qu'il y a des sons discordants. Merci beaucoup. Non, nous allons y arriver sur l'opposition. C'est le peuple qui décide. Merci, Président Modeste Boukadia. Nous recevons Eric Abiv qui va parler avec vous sur, bien entendu, le CDRC et l'opposition politique congolaise. Quel rapport? Bonsoir, Président. Bonsoir, Madame. Tout à l'heure, vous avez dit que le président Sassou doit partir. Et si le peuple congolais voulait encore du président Denis Sassou Nguesso? Ah, moi, je ne parierai pas avec vous sur cette question-là. Pourquoi? Mais parce que si nous mettons l'opinion,
nous demandons au peuple congolais, nous faisons un référendum, voulez-vous que M. Sassou reste encore? Je ne crains qu'ils disent à plus de 100% qu'il doit partir. Ça, c'est une vérité vraie. Donc je crois que cette question-là, vous faites bien de la poser pour que le président Sassou Nguesso comprenne que nous l'aimons bien, mais dans le village, pour qu'on aille lui poser, on aille chercher des conseils auprès de lui. Oui, mais plus à la tête du Congo, parce qu'il n'a rien foutu. Il nous a rendu, il nous a ramené en arrière. Quand je vois des pays que j'ai visités, je prends le voisin immédiat, Kinshasa, 17 millions d'habitants, des réalisations extraordinaires. Brazzaville, moins d'1 million d'habitants, rien. Le président Kabila, combien d'années il est au pouvoir? Le président Sassou, 25 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui du président Sassou? En dehors du fait qu'il nous a permis d'avoir la conférence, et ça, je lui ai gré, et en dehors du fait aussi qu'il nous a donné la possibilité de fêter la fête nationale de la République. Voilà les réalisations. Ça c'est bien au moins que vous reconnaissez. Ah non, mais non, mais non. Juste ces deux faits là, juste ça. C'est un homme charmant. Vous ne parlez pas de la route nationale numéro 1, Pointe-Noire-Brazzaville? Via Dolizy. Non, la route... c'est quand même une grande réalisation. Kinkala-Brazzaville a été financée par l'Union européenne. Bon. Non. Alors, moi, je veux bien, mais... En face de vous pour parler de l'opposition, et tout à l'heure vous avez dit avec Antoine Distel-Bama qu'au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas des élections libres et transparentes. Alors dites-nous, le CDRC fait partie de la majorité présidentielle? Non. Je suis... Le CDRC est de l'autre politique. C'est quoi l'autre? L'autre politique, c'est quoi? Donner du travail, donner des conditions optimales pour l'ensemble du peuple congolais. De ne pas privilégier sa famille propre au détriment du plus grand nombre. Ça, c'est l'autre politique. Aujourd'hui, vous me parlez de l'opposition. Mais d'où viennent ces gens qui sont de l'opposition? Ils viennent du PCT. Vous pensez